Monsieur le ministre des Finances et du Budget, chers représentants du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le représentant du recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le directeur de l'École supérieure d'économie appliquée, chères autorités, chers professeurs, camarades étudiants, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement mes chaleureux mots de bienvenue à vous, nos honorables invités. Merci de nous honorer de votre présence si précieuse à nos yeux et d'assister à la cérémonie de lancement des activités du centenaire de notre cher ESEA. Cet événement constituant l'aboutissement d'un travail collectif de longue haleine est tout autant symbolique que marquant. L'ESEA, c'est 100 ans d'existence, 60 ans de service à la communauté et surtout 60 ans d'impact dans le quotidien des organisations et de l'administration du Sénégal, mais aussi celui de nombreux pays de la sous-région à travers la formation de plus de 11 000 agents de développement. Et parmi eux, ici présent, Monsieur le ministre des Finances et du Budget. Monsieur le ministre, bon retour chez vous. Bon retour à la source. Bon retour dans la famille ESEA. Monsieur le ministre, vous êtes un symbole vivant dans cette institution. Un pur produit de l'ESEA. Votre parcours inspire chacun de nous, ici, étudiants ici présents. Cher ministre des Finances et du Budget, chers représentants de l'enseignement supérieur, mesdames et messieurs, chers alumni de l'ESEA, depuis quelques années, nous constatons une tendance baissière de taux d'insertion des nouveaux diplômés de l'ESEA dans le milieu professionnel. Et pourtant, l'agent de développement devrait être au cœur de ce processus d'émergence. Il a su s'approprier des fondamentaux du développement à la base depuis sa première année. Fort de ce constat, la revalorisation de l'ESEA et de ses produits devient un impératif. De par ma voix, en tant que président de l'amicale des étudiants stagiaires de l'ESEA, nous sollicitons auprès de vous, très chères autorités ici présentes et celles qui nous suivent, votre adhésion et votre soutien pour la cause noble, celle de la revalorisation des produits de l'ESEA à travers des stages et des recrutements. Nous invitons aussi tous les sortants à s'unir afin de constituer un réseau fort à leur manière et de participer à cette revalorisation. La qualité de la formation reste la même. Les agents de développement formés au sein de ce temple du devoir sont qualifiés et certifiés, compétitifs, prêts à agir et impacter la vie des communautés comme ils l'ont toujours fait. Au distingué, permettez-moi de formuler les mots les plus sincères au nom de la messe, que toutes les discussions qui auront lieu aujourd'hui puissent apporter une contribution significative, positive, dans la bonne marche de la revalorisation de notre chère institution. Joyeuse fête du centenaire, vive l'ESEA, je vous remercie. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame, Messieurs les vice-recteurs, Monsieur le directeur ou son représentant du centre universitaire, du centre des œuvres universitaires de Dakar, Madame, Messieurs les doyens de faculté, Madame, Messieurs les directeurs d'école et d'instituts, Madame, Messieurs les directeurs centraux du rectorat, Monsieur le chef de service administratif de l'ESEA, Monsieur le directeur des études et des stages, Messieurs les chefs de département et de cellules, Madame, Messieurs les représentants des organisations syndicales, Monsieur le président de l'amicale des étudiants, chers collègues enseignants-chercheurs de l'ESEA et de l'UCAD, Madame, Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de services, chers anciens, chers apprenants, chers invités. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir dans le cadre de l'amphithéâtre de rentrée, qui marque aussi le lancement des activités du 60e de notre institution, marquée par l'excellence académique et professionnelle.
Je suis également ravi d'accueillir parmi nous Monsieur le ministre des Finances et du Budget, qui lui-même est un ancien étudiant de cette prestigieuse école. Nous sommes fiers qu'un ancien soit revenu chez lui pour célébrer cet événement important. En effet, mesdames et messieurs, il n'y a pas plus grande fierté pour une école supérieure comme la nôtre de voir ses diplômés exceller dans leurs domaines respectifs en contribuant au développement économique et social du pays tout en étant des citoyens responsables et engagés. En effet, la création de l'École nationale d'économie appliquée est née d'une idée généreuse du président du Conseil, Feu Mamadou Dia, que le bon Dieu lui accorde sa miséricorde. Comme visionnaire, le président Dia, avec l'appui de Henri Deroche et du père Rebré, avait jeté les bases pour un développement économique et social centré sur l'homme. Cette approche humaniste a ainsi guidé la création de l'ENEA, dont la mission principale était de former des agents de développement capables d'assurer l'animation du développement. La philosophie et la démarche qui ont prévalu dans la mise en œuvre des politiques publiques initiées par le président Mamadou Dia restent d'une très grande actualité si on étudie finement les stratégies de développement endogènes qui sont en train d'être mises en œuvre au Sénégal avec le plan Sénégal émergent, qui servira d'exemple à Monsieur le ministre pour illustrer la part importante de la planification dans le processus de développement économique et social d'un pays. Chers sortants, l'intégration de l'ESEA dans le système universitaire avait suscité chez vous des craintes quant à la pérennité du modèle pédagogique de l'école centré sur l'alternance entre la théorie et la pratique. Cependant, le travail inlassable mené quotidiennement par les enseignants-chercheurs avec l'appui du personnel administratif, technique et de services ont permis de montrer aux acteurs du système universitaire toute la portée et la pertinence de ce modèle. Il faut reconnaître qu'avec l'ancrage institutionnel de l'ESEA à l'UCAD, il a fallu aussi s'adapter, notamment en épousant les modes de fonctionnement de l'université, aussi bien sur le plan administratif, pédagogique que financier. Ce changement de cap a été quelque peu difficile, mais aussi presque arrivé à terme, notamment avec la signature du décret portant création, organisation et fonctionnement de l'ESEA depuis 2023 cette année. Donc nous savons le rôle important que les alumni, au premier chef, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, a joué pour la signature du décret. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour votre institution. De même, notre institution a noté durant cette année universitaire une augmentation conséquente de son budget, qui est passé de 10 à 110 millions de francs CFA. Nos sincères remerciements au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et aux représentants et aux partenaires sociaux qui ont joué un rôle extrêmement important. Sur le plan de la recherche, avec l'affiliation cette année de l'ESEA à l'école doctorale Ethos, études sur l'homme et la société, nous comptons recevoir nos premiers doctorants l'année prochaine. Les sortants qui sont tentés par les dés du système LMD, nous serons aussi ravis de vous accueillir encore. Chers invités, comme vous le savez, cet amphi de rentrée marque aussi le lancement des activités du 60e de l'ESEA. À ce titre, un riche programme a été concocté par le comité d'organisation avec notamment le lancement du programme d'aménagement de l'ESEA New ESEA, la mise en place de l'association des alumni, que nous tous en tant que sortants vraiment souhaiterons que cela se réalise, le réseau des sortants de l'ESEA, l'organisation d'un colloque international ainsi que le lancement du premier numéro de la revue scientifique de l'ESEA, de même que la cérémonie de graduation
de la 48e promotion. Maintenant, c'est un secret que je vais vous révéler en disant que le conseil d'établissement de l'ESEA s'est réuni et tous les regards se sont portés vers le ministre pour être le parrain de cette dernière promotion. Monsieur le ministre, chers invités, depuis plusieurs années, notre institution fait face à des défis, notamment la vétusté des bâtiments liés à un déficit d'entretien et d'investissement conséquent, la faible capacité des réceptifs pédagogiques pour faciliter l'accueil de nouveaux étudiants, le déficit de moyens logistiques et pédagogiques, ainsi que la lancinante question, comme l'a évoqué le président de l'amicale, liée à l'insertion professionnelle des diplômés. Pour faire face, l'ESEA a besoin du soutien continu et inconditionnel de tous les étudiants actuels et anciens. Ainsi, nous sollicitons votre plein engagement pour le développement institutionnel de l'ESEA. Chers apprenants, en ce jour d'amphi de rentrée, je tiens à vous rappeler que votre réussite dépendra avant tout de votre motivation, votre travail acharné et surtout votre passion pour le développement économique et social de vos pays respectifs. Nous sommes là pour vous accompagner dans ce processus exigeant mais gratifiant. Nous avons confiance en vos capacités intellectuelles ainsi qu'en vos qualités humaines telles que le respect mutuel, l'empathie et la solidarité entre camarades. Pour terminer, je voudrais dire quelques mots de très sincères remerciements à l'endroit des autorités ministérielles et électorales pour l'attention toute particulière qu'elles manifestent chaque jour pour accompagner le développement institutionnel de l'ESEA. À nos anciens, nous demandons de rester attentifs et disons merci beaucoup pour tous les efforts que vous faites pour accompagner le développement de votre école. Je souhaite remercier aussi tous les enseignants permanents et vacataires, ainsi que le personnel administratif et les étudiants qui œuvrent quotidiennement pour assurer un environnement académique optimal afin de garantir un apprentissage efficace. Je souhaite plein succès à notre ministre, Mamadou Moustapha Ba, et le remercie pour son attachement à son école. Je sais que les étudiants sauront s'inspirer de son parcours brillant que nous allons découvrir à la faveur de la présentation de Dr Ibrahima H, ancien de l'ESEA et condisciple du ministre. Peut-être que nous aurons la chance, dans son exposé, de connaître l'origine du surnom du ministre Bosquier. Par ces mots, je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le vice-recteur représentant le recteur président du conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur Ibrahima Ndiaye, directeur de l'école supérieure d'économie appliquée, j'y arrive parce que je me suis beaucoup plus familiarisé avec l'école nationale d'économie appliquée. Chers professeurs et étudiants, Monsieur le consul de l'ambassade du Tchad au Sénégal, dans tous mes parcours, j'ai toujours croisé des Tchadiens, d'abord au Prytanée militaire de Saint-Louis, mais également à l'ENEA. Donc depuis l'âge de 12 ans, je croise nos parents tchadiens. Distingués invités, chers condisciples et amis, Ibrahima H, m'inviter à prononcer une leçon inaugurale dans cette auguste école me procure un double sentiment de joie, teinté d'émotion et de gratitude pour avoir passé dans ce lieu dénommé École nationale d'économie appliquée à l'époque les meilleures années d'apprentissage universitaire, mais aussi pour avoir ainsi
l'occasion de partager un peu ce qu'elle a contribué à faire de moi. Le sujet que j'ai choisi de traiter est au centre des nécessités de tout pays en quête de progrès, mais aussi constitue la colonne vertébrale de l'enseignement prodigué ici et s'intitule comme suit: Rôle de la planification dans le processus de développement, l'exemple du plan Sénégal émergent. Mais ne vous attendez pas à ce que je suive à la lettre la tradition des leçons inaugurales. Je m'en excuse, professeur. Avec un langage souvent ésotérique, aux accents savants, je tâcherai plutôt d'illustrer mon propos, le thème avec l'exemple du plan Sénégal émergent, conçu à l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, à la magistrature suprême de notre pays en 2012 et mis en œuvre à partir de l'année 2014. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de partager avec vous les sentiments qui m'animent sous le reflux de souvenirs qui me reviennent en foulant à nouveau le sol de cette école plusieurs années après mon passage inoubliable. D'abord, un sentiment de gratitude qui m'oblige à un devoir de reconnaissance à l'égard des enseignants de l'époque qui ont contribué à faire de moi le cadre de haut niveau que je suis devenu. Certains sont là, M. Aboubakri Sow, je faisais de la gestion financière avec vous. M. Badian, véritablement, quand l'enseignement moyen pratique est passé à quasiment animation, on a beaucoup appris avec eux. M. Timera, avec qui on a fait des stages sur le terrain, et celui qui m'a encadré au mémoire, M. Ibou Gueye, et j'avais fait mon mémoire comme quoi la planification ne me quitte jamais, à Nioro-du-Rip, là où je suis né, là où j'habite, et c'était intitulé pour une gestion planifiée des ressources communales, cadre de la commune de Nioro-du-Rip. Et à l'université d'Anvers aussi, j'ai fait mon mémoire de master sur l'analyse critique de la planification des investissements publics au Sénégal. C'est pour dire, je suis scotché à la planification depuis ma première année à l'ENEA. Donc, je reconnais certains d'entre eux, je l'ai dit tout à l'heure, parmi l'assistance. Et vraiment, je voudrais vous inviter à vous joindre à moi pour leur rendre un hommage mérité. Donc, s'il vous plaît, applaudissez ces valeureux enseignants de l'époque. Ensuite, un sentiment de fierté. Je suis fier d'être un pur produit de cette école qui m'a permis d'acquérir le savoir-faire et le savoir-être. M. Ibrahima Had est revenu là-dessus. Nécessaire pour gravir un à un tous les échelons de ma carrière au sein du département stratégique des finances. Cela n'a pas été facile, car entre la rigueur des cours théoriques à l'école et la pénibilité des activités de terrain, il fallait trouver les ressources de sérieux, de courage, de patience et d'abnégation indispensables pour réussir à décrocher son diplôme. Au-delà du prestigieux parchemin, ce sont ces valeurs inculquées par l'école que je retiens davantage, en plus de celles de fraternité et de partage,
qui ont structuré les relations cordiales que j'ai toujours entretenues avec mes camarades. Je vous engage, chers étudiants, à vous attacher constamment à ces valeurs qui sont les gages les plus sûrs pour garantir le succès dans les études, tout comme plus tard dans la vie professionnelle. C'est pour faire honneur à ces valeurs et exprimer concrètement ma reconnaissance à l'école qui m'a tout donné que j'ai décidé d'équiper la salle informatique qui permettra aux étudiants de disposer d'un outil rénové, moderne et adapté à l'ère du temps. Mesdames et messieurs, chers étudiants, pour aborder le sujet de ma communication, commençons d'abord par définir le concept dont il est question aujourd'hui, la planification. La planification peut être définie comme un exercice d'anticipation réaliste des perspectives de développement et comme un ensemble de procédures et de méthodes de mise en œuvre des moyens disponibles ou susceptibles de l'être pour atteindre des objectifs jugés prioritaires. Planifier, c'est tenter d'orienter l'évolution des sociétés et des espaces vers des horizons pensés comme meilleurs que la situation antérieure ou présente. Cela conduit à rechercher la maîtrise sur l'essentiel des facteurs déterminants dans les évolutions voulues. À la croisée entre sciences exactes, quantitatives, et sciences sociales qualitatives, la planification repose avant tout sur des principes fondamentaux de méthode, rigueur et d'objectivité. Et je me rappelle de notre professeur en première année ici. On avait un cours de méthode. Il s'appelait M. Ba. En première année, ici, à l'ENEA. Il s'agit, dans tout exercice de planification, de partir des réalités d'une situation, de les analyser pour comprendre les facteurs qui les animent et les dynamiques qu'elles produisent avant de se projeter sur un futur possible et souhaité. En définitive, je dirais que la planification, c'est l'affectation dans le temps et dans l'espace d'un ensemble limité de ressources. Le plan Sénégal émergent que j'ai contribué à élaborer, à côté du directeur général du budget, M. Maguette Niang, qui a dirigé nos travaux, et à côté du directeur général de la planification, M. Bamba Diop, ici présent, que ce plan Sénégal émergent que je vous propose comme exemple n'a pas échappé à cette exigence. Si le temps l'aurait permis, je vous aurais partagé des éléments sur la méthodologie suivie pour l'élaboration du plan Sénégal émergent, les différents arbitrages qui ont été opérés et qu'il a fallu faire pour opérer des choix stratégiques, les difficultés rencontrées, les facteurs de succès et les leçons apprises tout au long du processus qui a abouti à l'adoption du plan Sénégal émergent, devenu, oui, M. Ibrahima Hadj, vous avez raison, le seul référentiel pour la conception et la mise en œuvre des politiques publiques au service du bien-être des populations sénégalaises. Je vais donc me limiter à vous présenter brièvement le plan Sénégal émergent, très brièvement, et les progrès significatifs que sa mise en œuvre a permis à notre pays de réaliser avant de terminer par des remarques générales sur l'exercice de la planification dans le contexte actuel. Comme j'ai eu à le dire, l'étude prospective, c'était une génération, 25 ans. La loi d'orientation, 6 ans.
le PTIP sur 3 ans avec une année exécutoire budget consolidé d'investissement. Le PSE, c'est à l'horizon de 2035, d'une génération. Sénégal 2035, nous l'avons élaboré en 2014. Et dans ce plan Sénégal émergent, à l'horizon d'une génération, une stratégie décennale a été définie sur 10 ans, 2014-2023, avec des plans d'action prioritaires quinquennaux 2014-2018 et 2019-2023. Donc, avec l'avènement de la seconde alternance démocratique intervenue en 2012, qui a porté à la magistrature suprême son Excellence M. Macky Sall, le Sénégal a décidé d'adopter un nouveau modèle de développement. Pour accélérer sa marche vers l'émergence, cette stratégie, dénommée Plan Sénégal émergent, constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et long terme à l'horizon 2035. En effet, le PSE, dont l'ambition est de mener le Sénégal à l'émergence, déroule une stratégie qui propose un arbitrage entre les nécessités d'aujourd'hui, à savoir la création de richesses pour résorber les déficits, et celle relative à la survie de générations futures. Le scénario optimiste qui postule l'émergence dans la solidarité et état de droit nécessite une nouvelle démarche sur le plan de la gouvernance. Une vision de la politique devrait accompagner le développement économique des terroirs. Les mentalités devraient aussi s'adapter à la nouvelle configuration sociétale grâce à un système éducatif rénové et fondé sur des compétences pour la transformation sociale. Cette aspiration à un mieux-être s'est déclinée en une vision qui est celle, on peut l'appeler l'étude prospective, c'est celle d'un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire et dans un état de droit. Voilà la vision du plan Sénégal émergent à l'horizon 2035 et les orientations stratégiques qui guideront les initiatives à prendre pour traduire cette vision en action et résultats tangibles pour le bénéfice des populations s'appuient sur 3 axes stratégiques. La transformation structurelle de l'économie et la croissance, la promotion du capital humain, développement durable et protection sociale. Et le 3e axe, gouvernance, institutions, paix et sécurité. La transformation structurelle de l'économie et la croissance, c'est à travers la consolidation des moteurs actuels de la croissance et le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses, d'emplois, d'inclusion sociale et à forte capacité d'exportation et d'attraction d'investissement. Cet axe s'inscrit dans une option de développement plus équilibrée, de promotion de terroirs et des pôles économiques viables afin de stimuler le potentiel de développement sur l'ensemble du territoire. Cet axe, généralement, depuis 2014, absorbe 60% des ressources budgétaires programmées. Je le disais tantôt, la planification, c'est l'affectation dans le temps et dans l'espace d'un ensemble limité de ressources. Les ressources du Sénégal étant limitées, donc l'allocation doit obéir effectivement à cette rigueur que les étudiants de l'ENEA connaissent bien, parce qu'en termes d'identification, de préparation et de mise en œuvre de projets et programmes de développement, vous êtes imbattables. Le 2e axe du plan Sénégal émergent, c'est le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Ça passe par une amélioration significative des conditions de vie des populations, une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales tout en préservant la base de ressources et en favorisant l'émergence de territoires viables. C'est à travers cet axe que vous avez le premier budget du Sénégal,
c'est l'éducation et la formation. C'est la santé aussi. La santé, l'éducation et la formation sont des secteurs qui traduisent effectivement cet axe 2 du plan Sénégal émergent. Et l'axe 3, maintenant cet axe absorbé globalement entre 20 et 30% des ressources, c'est selon. Et l'axe 3, gouvernance, institutions, paix et sécurité, pour le renforcement de la sécurité et de la stabilité, la protection des droits et libertés, la consolidation de l'état de droit et la préservation de la paix sociale. Ce dernier axe du plan Sénégal émergent absorbe entre 10 et 15% au démarrage du plan Sénégal émergent. Mais aujourd'hui, compte tenu des enjeux sécuritaires au niveau de la sous-région, cet axe est en train d'évoluer entre 15 et 20%. Et la transformation structurelle de l'économie et la croissance, qui était à peu près à 60%, cet axe se réduit au niveau des ressources publiques pour favoriser des investissements privés. Et on le verra dans les 2 plans d'action prioritaires du plan Sénégal émergent. Le PAP 1 qu'on a mis en œuvre, le PAP 2, dans le PAP 1, il y avait moins de 16% de financement du secteur privé. Et dans le PAP 2, avec l'ajustement qui a été fait à la suite de la Covid, on est passé de 16 à près de 39% du secteur privé. C'est pourquoi je dis cet axe dans les PAP du plan Sénégal émergent, transformation structurelle de l'économie et croissance baisse. L'axe 2 augmente du fait du renforcement du capital humain et l'axe 3 compte tenu des enjeux sécuritaires. Ces 3 axes de la stratégie permettront par leur synergie et leurs effets convergents et cumulatifs de créer les conditions de l'émergence. La réalisation des objectifs du plan Sénégal émergent requiert cependant de conditions préalables ou fondements de l'émergence. Il y a 6 fondements de l'émergence. Nous avons dit, on peut tout faire pour atteindre les axes stratégiques, mais il y a des fondements de l'émergence. Si on ne les règle pas, on ne va pas émerger. Et le premier fondement de l'émergence, c'est le règlement de la question vitale de l'énergie et à la mise en place d'infrastructures de dernière génération. On le verra, on serait passé à 573 MW en 2011 pour être actuellement à 1650 MW. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est pour dire que la question vitale de l'énergie est en train d'être résolue effectivement dans ce pays. La réussite du PSE exige de fortes capacités d'impulsion de l'État et un leadership également affirmé. À cet effet, le gouvernement a engagé un important programme accéléré de réformes pour la modernisation de l'administration publique pour l'adapter aux exigences de performance induites par la stratégie. Comme je l'ai dit tantôt, le PSE est réalisé à travers un plan d'action prioritaire quinquennal adossé aux axes stratégiques, aux objectifs sectoriels et aux lignes d'action de la stratégie. Le PAP 1 s'est décliné à travers des projets et programmes de développement inscrits dans un cadre budgétaire sur la période 2014-2018. Ça a coûté 9 000 milliards. On est parti à Paris faire un groupe consultatif en février 2014 et j'ai eu l'honneur de présenter le plan d'action prioritaire dans sa phase 1, 2014-2018. Ensuite, nous avons élaboré le plan d'action prioritaire 2 dans sa phase 2, 2019-2023. En cours, on a pu, à partir de la Covid en 2020, tirer les conséquences de cette crise sanitaire, tirer les conséquences de la crise sécuritaire, tirer les conséquences de la crise alimentaire pour élaborer le plan d'action prioritaire, ajusté, accéléré, PAP 2A, mais toujours sur la période 2019-2023. Au moment où le PAP 1 coûtait 9 000 milliards, le PAP 2 a coûté 14 000 milliards et tous ces financements
avait été bouclé. Présentement, on est en train d'élaborer, sous la coordination de toujours M. Bamba Diop, directeur général de la planification, le PAP 3, qui va couvrir la période 2024-2028. C'est pour dire que le plan Sénégal émergent donc, se décline à travers des projets et programmes qui sont inscrits dans un cadre budgétaire sur une période quinquennale. Et le cadre institutionnel permettant la mise en œuvre du plan Sénégal émergent comprend un comité d'orientation stratégique placé sous l'autorité du président de la République. C'est pourquoi vous voyez toujours au Conseil des ministres siéger le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent. Placé sous l'autorité du président de la République, un autre comité existe, c'est un comité de pilotage présidé par le Premier ministre, un bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent qu'on appelle BOSS, dirigé par un directeur général ainsi que des structures d'exécution. Il faut un visage humain du développement. Et c'est les marqueurs sociaux qui ont été mis en œuvre et qui ont permis effectivement d'atteindre des résultats remarquables dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Et ces marqueurs sociaux sont au nombre de 6. C'est tout d'abord le programme national des bourses de sécurité familiale. Vous êtes familiarisé avec. C'est 2, la couverture maladie universelle. Vous êtes familiarisé avec. C'est 3, le développement, l'ADER, l'entrepreneuriat rapide. Vous êtes familiarisé à ça. C'est 4, c'est le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Mais quand on parle de PUDC, pourquoi c'est un marqueur social important? Parce que ça comporte 4 volets qui impactent directement les populations au niveau rural. C'est toujours le volet allègement des travaux des femmes, c'est le volet piste, c'est également le volet électricité. Et si vous regardez, si vous avez le PUDC, vous avez le Promoville, son pendant au niveau des villes, avec seulement 3 volets. Le volet assainissement, le volet éclairage public et le volet voirie urbaine. Après le PUDC, c'est le PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, qui est encore l'autre marqueur social. Et ce sont ces marqueurs sociaux qui ont rythmé la mise en œuvre du plan Sénégal émergent aussi dans ces différentes phases, ce qui permet d'avoir des résultats importants dans l'axe 2. Et on y ajoute les 2 dernières années, le programme Xëyu Ndaw ñi pour un montant de 450 milliards à raison de 150 milliards par an pendant 3 ans. La dernière année, c'est 2023. Je pense que hier, vous avez suivi à l'Assemblée nationale les résultats qui ont été déclinés par mon collègue en charge de la jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, chers étudiants, du bilan de la planification et l'exemple du plan Sénégal émergent? On peut résumer ça en 5 points. Le premier élément, c'est véritablement une croissance économique saine, génératrice de moins d'inflation, excepté ces dernières années, compte tenu de l'inflation importée à la suite de la crise de la Covid et à la suite aussi de la crise ukrainienne, russo-ukrainienne. Aussi avec des déficits budgétaires. Quand je parle de croissance économique saine, les professeurs d'université ici présents peuvent en témoigner, avec des déficits budgétaires relativement maîtrisés parce qu'on arrive à financer les déficits budgétaires. On avait déjà convergé quasiment quand on faisait le projet de loi de finances 2020 où le déficit budgétaire était de l'ordre de 3%. C'est à la suite de la Covid que c'est remonté à 6,1%. Et nous sommes en train progressivement de réduire ce déficit budgétaire à la faveur de la mobilisation des recettes internes avec la mise en œuvre de la stratégie de recettes à moyen terme.
la deuxième conclusion, c'est véritablement une mobilisation satisfaisante des ressources internes et des ressources externes et une dette maîtrisée. Je ne reviens pas sur la maîtrise de la dette parce qu'on a toujours tendance à comparer certains indicateurs d'endettement du Sénégal par rapport aux autres pays alors que les périmètres diffèrent. Pour le Sénégal, on est toujours à moins de 70% d'endettement par rapport à la norme communautaire. Au niveau de l'administration centrale, on est à 68,2%. L'autre jour, quand je faisais la conférence de presse avec le chef de mission du Fonds monétaire international, dans le cadre du programme économique et financier que nous avons conclu sur la période de 3 ans pour 1150 milliards de juin 2013 à juin 2026, j'ai eu à apporter des clarifications par rapport au taux qu'il avait donné et qui incluait les entreprises publiques et parapubliques, tandis que pour tous les autres pays, ces entreprises publiques et parapubliques, leur endettement n'est pas comptabilisé. C'est pourquoi j'aimerais toujours que dans le cadre des comparaisons, qu'on soit dans des périmètres relativement égaux. L'autre conclusion majeure de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, c'est un système de protection sociale renforcé. Je ne reviendrai pas sur, tel que je l'ai indiqué, les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle et autres. Et le quatrième, qui me semble fondamental également, c'est le rattrapage infrastructurel. Je pense que tout ce que j'ai eu à développer sur les réalisations physiques dans ces secteurs-là, des infrastructures surtout, donc permettent valablement d'indiquer le rattrapage infrastructurel qui est en train de se faire. Et le dernier, c'est l'autosuffisance alimentaire qui est en marche. Parce qu'effectivement, si on arrive à près de couverture céréalière 90% et pour le riz à peu près à 63%, il reste encore des efforts à faire, mais c'est en marche. Je pense que voilà globalement ce qu'on peut dire en termes de bilan. Chers étudiants, toutes ces avancées significatives que je viens d'énumérer et qui est en train de transformer radicalement le pays ont été permises grâce à un instrument de pilotage stratégique issu d'un exercice rigoureux de planification. Vous conviendrez avec moi que mener un tel exercice est devenu plus difficile pour plusieurs raisons, dont j'évoque ici celles qui me paraissent les plus importantes. Il y a d'abord le caractère insaisissable, j'allais dire imprévisible, le facteur humain, sachant que ce dernier reste décisif dans les choix et les modes de vie, qui à leur tour influencent fortement les systèmes de production et les modes de consommation. Il est vrai qu'à l'heure de la mondialisation, l'on peut être tenté de croire à une standardisation des modes de vie et des cultures. Mais le facteur culturel garde toujours une dimension immatérielle, j'allais dire irrationnelle, qu'il est difficile de modéliser ou de schématiser pour le traduire en données objectives dans des équations mathématiques. Ensuite, le constat est largement partagé que les contextes politiques et géopolitiques sont devenus plus complexes et imprévisibles. Il y a encore peu, le jeu politique au niveau des pays et les enjeux géopolitiques étaient plus nettement perceptibles et clairs car fondés sur des idéologies en concurrence. Aujourd'hui, les idéologies semblent reléguées au second plan dans la formation du jeu politique au sein des États et des dynamiques géopolitiques au profit d'autres facteurs moins affirmés mais assumés par les acteurs dans leur choix. Cela accroît les risques d'instabilité au sein des pays et de conflits entre les États pouvant remettre fortement en cause le travail des planificateurs que nous sommes. En outre, nul ne peut plus nier l'influence croissante des technologies de l'information et de la communication, dont l'impact sur l'évolution des sociétés et des espaces est difficile à saisir. Les flux d'informations qui circulent aujourd'hui sur les autoroutes du numérique et la vitesse de leur transmission
sont sans précédent. Il en est de même des réseaux sociaux avec les contenus qui y sont disponibles, qui s'y échangent. Dans le même ordre d'idée, le poids et le rôle grandissant du secteur privé dans la vie économique et sociale de nos pays constituent une réalité nouvelle avec laquelle il convient de composer dans le travail de planification. Par ailleurs, le changement climatique, qui est notre 5e axe dans le cadre de notre nouveau programme économique et financier, à travers la résilience au changement climatique, c'est pourquoi le Sénégal va bénéficier effectivement de 75% de quote-part au niveau du Fonds de résilience et de durabilité qui a été mis en place avec le concours du Fonds monétaire international. Le changement climatique donc est aujourd'hui une donnée fondamentale qu'un planificateur rigoureux ne peut occulter, surtout dans nos pays en Afrique qui figurent parmi les espaces les plus vulnérables aux effets du changement climatique et qui en subissent grandement les impacts négatifs. Les stratégies d'atténuation des effets et d'adaptation au changement climatique devraient continuer à influencer fortement l'élaboration des plans de développement, aussi bien à l'échelle nationale et internationale également. Enfin, les risques sécuritaires et sanitaires sont devenus plus pressants qu'auparavant. Un planificateur sénégalais avisé ne peut pas ignorer le contexte sécuritaire sous-régional dans lequel notre pays évolue. La pandémie de la Covid-19 nous a obligés effectivement à adopter rapidement un plan d'action prioritaire, ajusté, accéléré. Je l'ai dit tantôt, même si, malgré tout, le cap du plan Sénégal émergent reste maintenu sur l'émergence à l'horizon 2035. Le Sénégal n'est plus à la croisée des chemins et il n'a plus qu'un choix, celui d'actionner efficacement les clés de la construction de notre pays, parmi lesquelles l'enseignement supérieur et la recherche scientifique jouent un grand rôle. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.